Marc Philipson est un homme d'affaires et surtout un homme de livres. Il est éditeur et puis bien sûr libraire. Il a créé plusieurs librairies à Bruxelles, en Belgique et même à l'étranger. Bonsoir Marc Philipson. Bonsoir David. Merci d'être là Marc. Une question tout d'abord quand on voit votre parcours dans le monde des livres essentiellement. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou quand même pour miser sur un domaine qui n'est pas condamné mais enfin qui risque de l'être à terme ? Ah, tout à fait, il ne faut pas être un peu fou, il faut l'être tout à fait. Il faut l'être tout à fait pour débuter maintenant. Ouais. Pour continuer, il faut trouver de nouvelles idées. Mais pour débuter, il faut être complètement à côté de la plaque. Est-ce que ça veut dire que vous ne pourriez pas refaire le parcours que vous avez fait maintenant ? Si, je pourrais, de façon tout à fait différente, avec un autre produit probablement, puisque mon histoire est très simple. Je suis tombé dans le livre par hasard. Ouais. Et puis le livre a été mon gagne-pain et très vite devenu mon ami au quotidien. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vous dites un produit, ouais. C'est un mot qui peut choquer certains. C'est un produit, c'est un mot qui peut choquer. Au départ, c'était un produit, c'était mon gagne-pain. Il fallait petite famille puis grande famille, nourrir la famille. Ouais. Et pour nourrir la famille, il y a ceux qui vendent du pain, il y a ceux qui vendent des voitures, puis il y a ceux qui vendent des livres. Ouais. Quand en plus on aime le produit qu'on vend, ça devient vraiment une histoire d'amour. Parce que ce n'est pas un produit comme les autres, c'est un produit culturel, on va en parler, c'est un produit parfois difficile à vendre, il y a parfois des contraintes aussi, on ne vend pas des livres comme on vend du pain. On ne vend pas des livres comme on vend du pain, mais la seule façon de passer au travers, c'est de vendre des livres comme on vend un produit en général, c'est-à-dire faire appel au marketing, faire appel aux idées, faire appel au partage, donner, énormément partager et ne pas se dire que parce qu'on a aimé, les gens vont aimer et le client va aimer, le client va acheter, le client va partager. Sans marketing, c'est impossible de vendre des livres correctement selon vous ? C'est possible, puisqu'au départ, personne n'a les fonds, donc il faut les idées. Ouais. Si on peut parler de l'histoire, je veux dire, pour moi, c'est très très simple. J'ai commencé avec un petit magasin et dès le premier jour, j'ai offert à boire, j'ai offert des idées, j'ai offert des petits papiers et puis ça a aidé. C'est du marketing en soi, mais c'est du marketing qui ne coûte rien. Dans le fond, vous auriez pu être publicitaire, vous, non ? J'ai l'impression. Oh, je le suis certainement dans l'âme. Ouais. Et de plus en plus, je collabore avec mon grand ami Eric Hollander, qui me fait des campagnes formidables, qui ont été quand même primées à chaque fois. Ouais. C'est un plaisir avec la communication. Ouais. C'est vrai que vous êtes entre le monde des libraires et le monde des communicants, j'ai l'impression, quelque part par là. Il y a une complémentarité, de toute façon. Aujourd'hui que le magasin est grand, et pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis sur scène dans mon magasin. Donc, on vous entend quand on va là. Un peu moins maintenant, mais en effet. C'est vrai, vous êtes calme, tiens. Oui, et à un moment, vous chantiez même, je crois, non Tout à fait. Et je chanterai également pour la fête. J'adore le karaoké. J'essaie d'organiser régulièrement des karaokés et avec les amis, avec le personnel. Et au sein même de la librairie, qui est beaucoup plus grande maintenant, on organise régulièrement des karaokés. Et il y a une scène permanente aujourd'hui au niveau du premier magasin, grand magasin, au niveau du numéro 39. Il y a une scène permanente qui accueille des groupes, qui accueille des musiciens, qui accueille des chanteurs. Et puis quand je peux me joindre à eux, tant mieux. Vous faites tellement de choses autour que je me dis parfois, est-ce que Marc Philipson ne regrette pas finalement, ça va vous paraître un peu paradoxal, mais de vendre des livres? Est-ce que les livres ne le coincent pas? Parce qu'on a l'impression que vous éclatez les frontières systématiquement. Ah, je touche à tout et j'aime toucher à tout, en effet, merci beaucoup. Mais sans le livre, je n'aurais pas pu le faire. Puisque à chaque fois, en effet, j'ai parlé de produits, mais c'est le livre qui m'a ouvert les portes. C'est le livre qui, aujourd'hui, quand on parle d'Europe, quand on parle de Nouvelle Europe, le livre ouvre plus facilement les frontières que le reste. La culture est un moteur. Donc heureusement que j'ai le livre pour aller plus loin et pour entreprendre ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et pourtant, au début, c'était pas la voie toute tracée vers le livre. Vous avez fait un parcours pas atypique, mais enfin qui n'était pas dirigé dans ce sens-là. Vous êtes né quoi, fin 59, dans une grande famille. C'était comment l'ambiance à la maison, tout d'abord? À la maison, si on doit parler de la famille et de la maison, j'étais le troisième. Donc une fratrie. Une fratrie avec une maman qui a décidé, vers mes 10 ans, de se lancer dans pas l'humanitaire, dans ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est le centre Nopilif. Donc c'est aider les autres, aider les handicapés. Donc je n'ai pas été abandonné, mais j'ai pas été le laissé pour compte, mais j'ai quand même été celui qui est resté seul à la maison et puis qui a appris petit à petit à se débrouiller seul. Ouais. Vous êtes débrouillé tellement seul qu'à 13 ans, vous prenez le job de votre frère dans une librairie? Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, c'est un job de quartier. À Laken.
À Laken, comme on le dit, Arzewey, oui, tout à fait. Vous vous souvenez encore de l'adresse de cette librairie? Rue de Wand, qui a disparu, Rue de Wand. C'est un magasin de presse qui a commencé petit, qui a grandi et qui a fermé il y a quelques mois seulement. J'ai vu l'enseigne était toujours là, le commerce vient d'être remis. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir à la place. C'était au départ un magasin de presse, merci d'en parler, où les invendus se faisaient à l'époque, c'était les invendus journaux, les invendus papier, etc. Donc les retours des dépôts de revues et de journaux. Et je travaillais en cave quand je voulais. Donc libre à moi de tricher, de lire à mes moments creux. Mais vers 15 ans, ce libraire qui ne vendait pas de livres s'est reposé sur moi pour mettre en avant certains best-sellers, puisque j'ai commencé à 13-14 ans à lire énormément de séries, si j'ose dire, tous les best-sellers Lafon, tous les Robert Merle, les Van Vogt, les Asimov, Barjavel et autres. Bon alors le petit adolescent ou le grand adolescent qui était dans cette cave, est-ce qu'il aurait pu imaginer un jour qu'il aurait une des plus grandes librairies non, du tout. De Belgique? Du tout. C'est gentil de dire de Belgique. Elle est aujourd'hui de plein pied la plus grande librairie du monde. Et j'insiste, parce qu'il n'y a pas, c'est le hasard, le fait du hasard. Nous sommes dans un quartier de plateau. Donc à chaque fois que j'agrandis, je deviens de plus en plus grand. C'est vrai qu'on compte de plein pied. Ouais, on compte de plein pied. On n'est pas loin, on est à 3000 m² maintenant. Et non, je ne pouvais pas du tout l'imaginer. Si ce n'est, et je vous le dis, c'est la vérité, quand j'ai été marié 2 fois, et à ma première épouse, quand nous nous sommes mariés et que je me suis installé rue de l'Industrie dans ce tout petit magasin, je lui ai dit, tu verras, dans 10 ans, on vivra de nos rentes et on sera installé sur une île à lire les petits bijoux qu'on aura mis de côté. Il a fallu un peu plus de temps, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça tourne bien. Est-ce que, on va parler de la rue de l'Industrie, c'est une autre librairie, hein? Donc là, vous faites un job encore, ça s'appelle la librairie de la Providence. En plus, elle est bien nommée. C'était librairie papeterie, la Providence, qui était une maison qui avait plus de 100 ans. Elle est bien nommée, cette librairie. Hein, elle est bien nommée. Vous savez que le quartier, rue de la Loire, rue Béliard et toutes ces maisons, c'était vraiment le quartier des nobles. Il n'y avait que des maisons de maîtres. Petit à petit, toutes ces maisons de maîtres, ces belles maisons ont fait place au building, mais c'était un quartier de nobles. Et ce sont les frères rédemptoristes qui, petit à petit, ont hérité de toutes ces maisons. Donc c'est la grosse église qui est derrière. La grosse église, oui, tout à fait, qui a été vendue en partie à une nouvelle congrégation, mais ne me demandez pas laquelle. Donc c'est juste en face de l'actuel Aspria, rue de l'Industrie. J'avais un tout petit magasin qui était juste devant une papeterie. 25 m². 25 m² à peu près, avec une chance énorme, c'est que le propriétaire du moment qui avait créé ce magasin de presse, proposait à quelqu'un de gérer son point de presse avec une formule quasi inédite en Belgique, c'est le bail fonds de commerce. Voilà, mais tu as le nom, tu as l'espace, tu ne dois rien mettre. Donc j'arrivais sans un sou, tu t'installes derrière la caisse, à toi de gérer, à toi de faire en sorte que le chiffre d'affaires continue et puis augmente si possible. Et donc j'ai fait de ce petit magasin de presse, de nouveau qui était pour moi un appoint, puisqu'à l'époque j'avais fait des études d'enseignant. Oui, on va en parler. J'ai commencé en fait quand j'étais à l'ICHEC. J'ai fait 2 années d'ICHEC, je faisais le... J'ai lu que vous avez d'ailleurs essayé de faire l'ICHEC. Hein, j'ai essayé, j'ai réussi brillamment. J'ai vraiment eu de très bonnes cotes, mais j'avais 0 dans les labos. Dans les quoi? Dans les labos langues, parce qu'il faut être présent. Et à partir du moment où il faut être présent au cours, voilà. J'ai lu que c'était pour faire plaisir à papa. C'est une blague, ça, ou quoi? Plus ou moins faire comme papa, qui a fait ingénieur commercial. Je voulais faire la même chose, oui, tout à fait. C'était un modèle, votre papa? C'était un petit peu un modèle. Il ne faut pas trop exagérer, mais papa était certainement un modèle, comme dans toutes les familles. Oui. Et votre maman, avec cette force qu'il a animée jusqu'à peu, hein, pour suivre nos pilifs, pour porter ça à bout de bras, c'est quelqu'un qui est... Le fluide est passé. Le fluide est passé. Je veux dire, c'est pas pour rien. Je veux dire, aujourd'hui, je partage, je donne un maximum, et on le tient bien de quelqu'un. Je dis, j'ai commencé petit, je donnais. Aujourd'hui, je suis plus grand et je continue à donner, à partager, et j'essaie de faire passer le message aux autres. C'est tellement important et tellement bénéfique. C'est gratifiant. Donner, partager, c'est la plus belle chose qui soit. Elle venait dans votre librairie, votre maman, souvent? Elle faisait plus que venir. Elle était très fière. C'est un plaisir, oui. C'est un plaisir. Et papa et maman, très fiers. Papa d'arriver et malheureusement, vous savez, l'endroit dans un magasin où il y a le plus de turnover, le plus de nouveaux, c'est chez moi. Donc j'ai un petit coin Horeca, j'ai un café, j'ai un bar. C'est ce lieu, et lui était persuadé que tout le monde le connaissait. Donc quand il arrivait, servez-moi, donnez-moi. C'était chaque fois très frustré quand la personne ne le reconnaissait pas et lui demandait de payer. Mais non, c'était une fierté, pour moi un bonheur de les avoir régulièrement. Et je vais peut-être avancer, puisque vous avez un petit questionnaire, mais je crois, et je suis même certain que... Donc vous savez que j'ai repris un magasin
et j'espère que les auditeurs le savent aussi, à Knock. Ouais. La seule librairie francophone de Flandre aujourd'hui. C'est une maison connue à Knock. La maison Cormand, très connue, qui s'appelle aujourd'hui Cormand by Filigrane, qui se trouve sur la digue. Donc on a remonté, elle est sur la digue, beaucoup d'animations. Et j'ai ouvert ce magasin en grande partie pour être plus près de mes parents, pour leur faire plaisir, pour me faire plaisir, puisque eux étaient 3-4 jours semaine à Knock sur leurs derniers jours. Dernières semaines, derniers mois, dernières années. C'était leur plaisir de se retrouver là le week-end. Et vraiment, ça fait plaisir pour un enfant de voir que ses parents sont fiers. Ils étaient très, très fiers de pouvoir venir s'installer sur le banc qui est devant le magasin, s'installer dans le magasin ou sur la plage, dans une de nos cabines. Ouais. Voilà. Quand vous ouvrez une librairie, bon, il y a bien sûr l'avenue des Arts, c'est la librairie principale. Est-ce que vous choisissez les endroits en fonction, là il y a une fonction effectivement affective, en même temps il y avait quand même une librairie, peut-être que vous rêviez de reprendre. Il y en a une à Uccle, on ne va pas toutes les faire, à Ixelles aussi. Comment vous choisissez ces endroits? Le hasard du moment, la librairie de, ne mélangeons pas, de Uccle, le petit Filigrane, il y a eu malheureusement, et ce n'est pas pour profiter du malheur des autres, il y a eu une énorme faillite, la faillite Sonica. Puisque vous avez posé la question, est-il facile aujourd'hui d'ouvrir un commerce comme le vôtre? Oui, non. Il faut savoir que les vendeurs de DVD et de CD ont eu, pour ceux qui n'ont pas réagi à temps, sur quelques mois, ils ont connu une chute vertigineuse. Et le groupe Sonica, qui comptait, je ne sais plus aujourd'hui, mais des dizaines et des dizaines de magasins et quelques centaines d'employés, a fermé après 6 mois. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que nous avons profité, mais il avait quand même quelques chaînes de magasins. Et le hasard d'un magasin qui s'est libéré, qui au départ était le magasin, c'était pas Cadeau Radio, je ne reviens pas sur le nom, Parvis Saint-Pierre, qui était très connu, disque d'or, je crois, voilà, disque d'or, est devenu aujourd'hui le petit Filigrane, est une situation exceptionnelle. Et s'il n'y avait pas eu cette faillite, je ne pense même pas qu'on se serait installé là. En même temps, vous êtes plutôt situé, hein, vos librairies dans le sud de Bruxelles, hein, on va dire Uccle, Ixelles, bon, Avenue des Arts, c'est central. Hein. Moins le nord, enfin pas du tout, même le nord. Or, au début de votre carrière, c'était plutôt là que vous zoniez, si je puis dire, hein, du côté de Laken, etc. Bon, oui, je suis né, j'ai vécu. La demande, le principe même de mon commerce est quand je veux y aller à fond, c'est un concept store. Donc il y a un peu de tout, ce n'est pas qu'une librairie. Ce que j'ai expliqué... Ça dépend lesquels, Mark Philipson, par exemple à Ixelles, c'est une librairie essentiellement. Le Corner, donc à Ixelles, est une librairie, en effet, au sens propre du terme. Oui, hein. En effet, il y a des DVD, il y a des CD. Nous avons eu quand même pendant plus d'1 an une galerie d'art dans ce même espace. Voilà. Il y a une machine à café, il y a un frigo, on offre à boire. On essaye de ne pas faire comme les autres. Il y a les coups de cœur, il y a une possibilité d'échanger, il y a les rencontres, il y a des heures d'ouverture. Ouais. Mais revenons sur la situation géographique des librairies. Alors, et ma question, pourquoi pas le Nord? Donc le principe même de ma première librairie et le discours que je tenais à chaque fois, c'est accueil, convivialité. Ouais. Et la porte ouverte, quelle que soit la saison. Donc il pouvait faire moins 20 en hiver, la porte était ouverte. Un client qui passe un pied, une jambe dans un commerce comme le mien est un client gagné. Parce qu'il y a l'effet rébarbatif, l'effet je vais poser, je ne vais pas aller plus loin. Donc ce client rentre, et une fois que le client est là, on le laisse. Vous devez savoir que les portiques anti-vol, je ne les ai installés qu'il n'y a que quelques années. Pour moi, il n'y avait pas besoin de portiques anti-vol. Pourquoi vous les avez installés? Il y avait trop de vol? Parce que le vol, aujourd'hui, malheureusement, a pris une place trop importante. Il y a un accueil à l'entrée, garde à la sortie. Ouais. C'est dommage. C'est une chose qui ne devrait pas exister dans notre métier. Regardez mes collègues, et les chaînes surtout, que ce soit les Fnac, les Virgin, les personnes qu'on voit en premier, malheureusement, sont les vigiles. Ouais. Alors, est-ce que je dois montrer du doigt? Est-ce que je dois dire qu'il est plus difficile de s'installer dans le nord que dans le sud de Bruxelles? Je pense, oui. Quand on est libraire, oui. La demande n'est pas la même. Maintenant, je ne vous cache pas que Henri Simons m'a contacté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, qu'on a été voir Freddy Tillmans, et qu'il avait dans l'idée d'ouvrir du côté du Hezel un espace comme celui que j'ai à Avenue des Arts. Président de l'Atomium, entre autres. Ouais. Exact. Je suis toujours d'accord, je suis toujours ouvert. Aujourd'hui, malheureusement, il faut savoir que dans l'agrandissement que j'ai fait à Avenue des Arts, nous avons augmenté de 1000 m². Il ne faut pas parler argent en général, mais il faut quand même savoir que uniquement pour la sécurité, pour le vol, nous avons dû investir à peu près 100 000 €. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pas normal. Je dis, c'est pas la chose qui doit passer en priorité. Non. Ce qui doit passer en avant, c'est le savoir-faire, c'est l'accueil, toutes ces choses. Les libraires. Ouais. Voilà. Ouais.
Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas, j'ai été trop loin, par exemple, là, vous parlez de l'avenue des Arts, c'est effectivement très grand. Est-ce qu'il n'y a pas un maximum, un seuil maximum à un moment donné? Ou alors, au contraire, est-ce que vous avez une espèce de, presque de boulimie, je dirais, ou presque d'ivresse comme ça, d'agrandir, de reprendre? C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. De nouveau, ce n'est pas par provocation, mais il faut savoir que l'agrandissement de l'avenue des Arts ne s'est pas fait par nécessité, mais par plaisir. C'est un challenge. Nous aurions pu, mais je peux parler à la première personne, puisque je suis toujours seul chez moi, il n'y a pas d'associé ou d'actionnaire, j'aurais pu me dire, je vais profiter des bénéfices qui rentrent pour m'acheter une villégiature. Ça allait, quoi. Hein, pour réinvestir, pourquoi pas. Le plaisir, c'est de réinvestir. D'agrandir, de changer. Excusez-moi, je vous coupe, Marc. C'est marrant que vous dites que c'est un jeu, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté presque casino comme ça. C'est un challenge, oui, tout à fait. Tout à fait. Je passe du coq à l'âne, mais il ne faut pas oublier, et c'est un fait aujourd'hui, et je le sais pour fréquenter quand même pas mal de gens de la communication, aujourd'hui Filigrane est un brand, comment est-ce qu'on dit? Est brandé, c'est une marque, c'est une véritable marque. Et si Filigrane s'ouvre dans le nord ou dans le sud de Bruxelles, en effet, il y a une demande quand une galerie s'ouvre. Avant, et je suis très fier, on demandait à une Fnac de venir ou à une grande chaîne. Ouais. Aujourd'hui, on demande à Filigrane de s'installer, puisque Filigrane est une marque et les gens vont venir. Ouais. Alors, le faire, ne pas le faire, je ne l'ai pas fait par souci de respect, de déontologie par rapport à mes collègues qui ont travaillé des années pour faire ce qu'ils ont fait. Je crois que maintenant, je ne vais plus trop attendre parce que l'avenir est à l'évolution et si eux ne bougent pas, si eux ne réagissent pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je vais le faire. Et je vais le faire d'une part par plaisir, mais également pour partager. Parce que quand je fais quelque chose, je mets des anciens, je mets des amis. Je dis, c'est une grande famille. Peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver à la tête d'un magasin, qui sait? Allez savoir, Marc. Est-ce que c'est une grande famille, néanmoins, est-ce que vous avez conscience que vous faites peut-être des jaloux, qu'il y a des gens qui sont mécontents parce que vous leur faites un petit peu d'ombre, etc. Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est vraiment une si belle famille que ça, les libraires? Et à Bruxelles en particulier? Alors, moi, je parlais de la famille au sens propre du terme. Ma famille, votre famille, mes amis. La famille des libraires est une famille, je dis, j'ai toujours eu facile à définir le libraire. Jusqu'il y a 12-15 ans, parce que c'était vrai, le libraire est celui, on le reconnaît directement, c'est celui qui roule en 4L ou en 2 chevaux. C'est celui qui se plaint constamment parce qu'il n'a pas les rentrées. Ouais. Parce que le libraire, même moi, j'ai une bonne étoile, j'ai eu quelque chose du fait qu'en vendant du livre, normalement, on ne gagne pas sa vie. Moi, je gagne ma vie et le libraire, en théorie, gagne sa vie le jour où il remet son affaire. S'il a la chance d'être dans un quartier où la ville n'a pas décidé de creuser un métro, qui devrait prendre 6 mois, puis qui prend 3 ans. Je dis, malheureusement... Là, vous parlez c'est une petite allusion à Arlois, là. Arlois ne me dérange pas du tout, non, c'est général. Ouais. Je veux dire, c'est un peu dommage la façon dont les échevins, en général, à l'urbanisme, ne font pas fort attention aux commerçants et ne respectent pas leurs engagements. Donc il y a des commerçants qui ont très dur. Moi, j'ai connu le cas, avenue Le Poutre... pour les travaux. Voilà, je n'ai pas envie de polémiquer, donc je ne vais attaquer personne. Mais il faut savoir que quand une commune dit, et je crois que c'est important à savoir, nous allons nous lancer dans des gros travaux de ravalement de façade, on va en avoir pour 1 mois, peut-être 1 mois et demi, et après 8 mois, les travaux ne sont pas terminés. C'est pas facile à gérer. Facile à gérer. Ouais. Et là, ce n'est encore rien, ce ne sont que des ravalements de façade. Mais quand on ouvre le trottoir ou quand on fait une rue, il faut être là pour aider les commerçants. Mais revenons à l'idée de famille, à l'idée de concurrence. Ouais. C'est un jeu, mais je dirais que c'est un jeu aussi, peut-être justement, la concurrence peut être aussi un jeu. Vous parliez d'XL, vous vous installez pas très loin d'une librairie. Les choses doivent être très très claires. J'ai toujours ouvert par plaisir. Le XL, l'avenue Le Poutre, c'est vraiment le hasard. J'ai été client chez Jacques Smadja, qui avait un magasin de vêtements pendant des années. Un jour, j'étais en terrasse du restaurant juste en face. Je vois que ce magasin est à remettre. J'ai repris le magasin par plaisir au départ. À 300 mètres, il y a une autre librairie, Marc Lipson. À eux de réagir. Vous savez qu'à 5 mètres de ma librairie Avenue des Arts, il y a une autre librairie qui devait ouvrir. À côté de ma librairie où il y a l'actuelle ambassade de Turquie, il y a Bibliopolis qui était là, qui s'installait. Et puis l'ambassade de Turquie a acheté le building. Bibliopolis ne s'est pas installé. Sauf que Bibliopolis, ce n'est pas tout à fait le même Bibliopolis, c'est le livre neuf à prix réduit et c'est profiter des heures d'ouverture de Filigrane, de son savoir-faire. Et puis, s'ils ont, et je crois qu'ils sont assez intelligents pour le faire et qu'ils l'auraient fait, offrir le café, offrir des boissons, faire un petit bar, vendre des glaces. Ça viendra peut-être. C'est une... Ben non, maintenant que l'ambassade est là... Non, mais dans les autres bibliopolies, je veux dire. Allez savoir. Pourquoi pas? Ce serait une très très bonne idée. J'ai vu, comment ça s'appelle,
chaussée de Waterloo. Pêle-mêle. Pêle-mêle, ils ont un bas, c'est chapeau, ils ont compris, c'est comme ça qu'on accueille, c'est comme ça qu'on fait rester les gens. Donc bravo à eux, c'est comme ça qu'il faut réagir aujourd'hui, dans nos commerces du moins. Alors quand vous parlez de famille de concurrence, oui, il y a une jalousie. Oui, j'étais à la base du syndicat des libraires avec Brigitte Demus et Jean Tonnard. Si vous en souvenez, je ne vous savais pas si âgé parce qu'il y a plus de 20 ans. Et très vite, j'en ai démissionné parce que nous battons, enfin je n'en fais plus partie, contre des moulins à vent. Le libraire, ça ne passe pas. Allez, prenez un verre d'eau, merci beaucoup. Marc Philipson. Vous voyez, c'est comme dans les librairies, hein. On peut servir de l'eau aussi en télévision. Merci beaucoup, merci Télé Bruxelles, vous êtes très généreux. Non, vous parliez de... le libraire a une facilité en soi au départ. C'est que c'est le seul commerce à avoir des dépôts-ventes. C'est le seul commerce à avoir une faculté de retour intégrale. Le libraire ne solde pas. Le libraire ne liquide pas. Le libraire vend, gère bien, se rend compte qu'un livre ne fonctionne pas, peut le renvoyer. Et en théorie, ça doit marcher. J'ai fait une plantée une fois, c'est bien, ça m'a servi de leçon, donc j'ai compris la façon dont il fallait gérer. Le libraire a un contact avec ses fournisseurs. Le libraire peut téléphoner à ses fournisseurs. Le libraire en Belgique n'est pas un numéro. Tout s'arrange. Donc, de la nécessité ou pas d'avoir un syndicat, oui, probablement, pour certains petits problèmes. Les combats, par exemple, comme celui du prix unique du livre, on en a beaucoup parlé. Vous êtes démarqué. J'étais le premier à réagir, j'étais le premier consulté, je me rappelle à l'époque, par Elio Di Rupo, quand il est arrivé, un de ses premiers postes, c'était l'économie. J'ai travaillé avec Roger Lallemand, avec d'autres, sur le prix unique du livre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait que 2 régions. Aujourd'hui, la Belgique est une fédération. Flandre, Bruxelles, Wallonie, si on fait passer une loi dans une des 3 fédérations, elle ne passe pas dans les 2 autres. Donc on tourne en rond, on n'est nulle part. Je suis pour le prix unique, je suis pour la qualité de service. Et en effet, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 1 an et demi que nous avons tout détabellisé. On ne va pas expliquer ce qu'est la tabelle aujourd'hui. On n'a pas le temps. Mais il y a vraiment un respect du client, il y a un respect. Je pense, un des rares libraires à ne pas prendre certains livres chez certains fournisseurs quand le fournisseur me dit, voilà, tel éditeur il lance un nouveau produit exceptionnel. C'est encore arrivé récemment avec des guides, je ne vais pas dire lesquels, des petits guides pratiques, une carte, quelques adresses, ils sont à 4,90 €. Formidable. Nous les faisons à 6 €. Non. Il y a un prix, 4,90 €, c'est un prix psychologique, il y a quelque chose, ils doivent rester à 4,90 €. C'est pas grave, je ne les prends pas, mettez-les ailleurs. Et quelques jours après, le représentant est revenu en disant « Bon, ben ça va, on les met à 4,90 € et on en expose des centaines, ils seront là dans 1 mois et demi. » Mais il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Un mot, Marc Philipson, parce que le temps passe vite, sur le livre électronique. C'est quand même quelque chose qui pointe le bout de son nez de plus en plus. On en parle depuis pas mal d'années. Hein. On a réagi il y a 2 ans et demi. Si vous étiez à la foire du livre, vous avez vu qu'on avait un énorme stand. On a communiqué sur les livres numériques. Où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? En été, j'étais à Miami. J'ai rencontré un homme exceptionnel qui s'appelle Mitchell Kaplan, qui a ouvert une chaîne de magasins à Miami, avec qui c'est amusant. D'ici quelques semaines, ceux qui vont à Miami verront que Filigrane collabore. C'est la chaîne Books & Books. Donc nous aurons des points de vente, aux États-Unis. 5 points de vente à Miami, pour commencer, puis New York. C'est nouveau, un plaisir, un jeu. C'est au-delà de ça. Si vous voyagez, si vous allez parfois aux États-Unis, et du moins en Floride, il n'y a aucun livre en français, aucune revue en français. Donc, d'une part, il y a un marché. Pas rien qu'en Floride, hein, si vous allez à New York. New York, il y avait une librairie française. Il y avait, et on peut encore trouver quelques livres, quelques guides. Mais en Floride, rien. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, cet été, j'étais en Floride, j'ai visité ces librairies. Vous savez que le marché américain était le premier à tirer le signal d'alarme. La chaîne, c'est quelle chaîne? Borders, qui a fermé. Barnes & Noble vont mal. Tout ça à cause du livre électronique. Donc j'ai posé la question à ce libraire qui travaille comme moi, qui travaille à l'ancienne, faculté de retour, dépôt, je collabore avec des éditeurs, etc. Génial. Vraiment, allez le visiter sur le site. Il s'appelle Mitchell Kaplan. Books & Books, allez voir. Il y a plein de similitudes. C'est le Philipson américain. Il a débuté enseignant. Il a débuté avec une petite librairie de 20 mètres carrés. Ça doit faire plaisir à l'ancien instituteur. Il fait de la coproduction. C'est génial. Il fait de la coproduction. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais je fais de la coproduction aussi. On a vraiment le même parcours et il fête ses 30 ans. Cette année, je fête mes 30 ans cette année. Donc il y a beaucoup de similitudes. Je lui ai parlé du numérique. Il l'a, un peu comme nous, il l'a à toutes ses caisses. Il a un présentoir avec la tablette. Les gens téléchargent chez lui. Excusez-moi de dire les gens, les clients téléchargent chez nous. Et le mal n'existe pas parce que c'est encore la librairie de proximité, librairie de quartier. Donc c'est possible. Les gens étaient habitués à venir, les clients viennent chez lui, c'est possible. Je crois qu'il y a moyen de passer au travers. Nous n'allons pas tous passer au travers. À un moment, il y aura un déclic. Je vois le nombre de clients, de mes clients sur la côte belge, dans les avions ou ailleurs, qui sont avec des tablettes.
qui ont un pouvoir d'achat. Donc là, on parle de ceux qui ont un pouvoir d'achat. Ben, ils ont aimé le livre, ils l'achètent, ils le veulent dans leur bibliothèque. Ouais. Là, ça ne va peut-être pas trop durer. Et puis, il y a la nouvelle génération. Quand les éditeurs de livres scolaires auront enfin ce déclic, parce que pour eux, c'est la manne, ce n'est pas pour rien qu'ils ne sont pas encore en numérique. Hein, ça tombe toutes les rentrées. On en parle tout doucement. Hein. Bon, mais oui, là, vraiment, je crois qu'il y a une part de marché qui va partir. Il faudra trouver autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut réagir au coup par coup et qu'il faudra vendre autre chose, comme je le fais déjà aujourd'hui, que du livre. Ouais. Toute dernière question. On a parlé beaucoup du livre, on a moins parlé des auteurs. Oh, il y a souvent des auteurs chez vous. C'est aussi une signature maison, si je puis dire. Tout à fait. Si on devait retenir 2-3 auteurs comme ça qui vous marquent, vous, ou des lectures aussi importantes pour vous, en conclusion. Des auteurs. Des auteurs et des lectures. Les lectures, d'abord, ce qui est important, c'est qu'on commence au premier âge. Donc, on a tous les week-ends des lectures de contes pour les enfants. Donc, on oublie l'auteur. Mes lectures, un livre qui m'a marqué. Ouais. Ah, il y a La Source de Michener qui vient d'être réédité, qui est un livre que j'ai reçu pour mes 13 ans. Donc, il y a aujourd'hui, il faut le dire, il y a 41 ans. Ouais, ça fait 50. Ouais. Ça fait, voilà. Un livre qui a été épuisé pendant plus de 30 ans, qui a été réédité vraiment à ma demande. Je voulais racheter les droits. Il raconte l'histoire de l'humanité. Donc, Michener est un auteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il écrit, c'est vraiment un grand auteur américain qui, à travers une famille, raconte chaque fois l'histoire d'un peuple, d'un continent. Il l'a fait pour l'Afrique du Sud. Il l'a fait pour l'Australie. Il l'a fait pour la conquête de l'espace. Et là, c'est vraiment l'histoire de l'humanité, puisque c'est l'histoire du peuple juif et d'Israël, à travers les strates, des fouilles, et une famille, chaque fois à travers une famille. C'est un livre merveilleux. Sinon, c'est les livres qu'il faut lire, les classiques, je ne dois pas en parler, c'est plutôt les livres qui ont fait que je suis devenu libraire et que j'ai pris une place sur le marché. Il y a L'Homme incendié de Filippini, Henri Filippini, qui est un livre qui a plus de 20 ans, qui est l'histoire de Giordano Bruno, dit Bruno le Nolin, hérétique, sodomite, philosophe, mort sur le péché en 1600. C'est magique, c'est vraiment c'est magique, et c'est grâce à ce livre aussi que je suis devenu éditeur, puisque c'est à ce moment-là que je suis devenu actionnaire chez Phébus, les éditions. On n'a pas eu le temps de parler de l'édition. Voilà, et donc je suis devenu actionnaire chez Phébus, puis j'ai lancé ma petite maison d'édition, une autre maison d'édition. Aujourd'hui, c'est Philipson Édition qui a pris le relais, qui a publié il y a 6 semaines à peu près le livre de Jacques Delors, et puis qui maintenant se lance de nouveau dans un parcours. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait vous décourager? On a l'impression que vous La famille, mes enfants. C'est priorité aux enfants. J'ai encore cette chance, vu le commerce, vu l'équipe qui m'entoure. C'est vraiment une équipe soudée, une équipe en qui j'ai confiance. Et on a été de l'avant, puisqu'avant, il n'y avait qu'une pyramide unique. C'était moi, me, myself and I. Aujourd'hui, il y a un comité de direction. J'ai une secrétaire, une seconde secrétaire, une attachée de presse. Ça aide énormément. J'ai cette chance de pouvoir faire passer ma famille avant tout, mes 3 enfants, puisque mes parents ne sont plus là, ma compagne. Donc c'est le plus important. La famille, ce qui pourrait m'arrêter, c'est... Il ne va rien se passer. C'est plus un souci de famille qu'autre chose. Allez. Pour le reste, continuons, amusons-nous et développons. On continue alors. Ah oui. Merci Marc. Merci David.